bonjour Edith. Merci beaucoup de vous prêter au jeu du podcast Les coulisses de la MRC, qui a maintenant un nom. Dans les premiers tournages, on n'avait pas de nom, mais on peut le confirmer officiellement. C'est réglé. Dans le fond, j'aimerais ça savoir c'est quoi vos postes exactement, comme vous, Edith? Moi, je suis trésorière adjointe à la MRC. Ça fait longtemps, je pense. Ça fait presque 39 ans que je travaille là, mais pas 39 ans comme trésorière adjointe. On peut enlever une dizaine d'années. OK. Puis toi, Joël? Moi, je suis directeur général depuis 2 ans environ. Mais ça fait 20 ans là, que je suis à la MRC. Là. OK. Ouais. C'est bon. Puis, comme tu as commencé où? Comme dans quel poste, toi, dans ton cas? En fait, j'ai commencé en 2002 comme animateur, coordonnateur culturel. Donc, j'étais à la culture et au patrimoine. Moi, j'ai l'ancien poste... Oui, c'était pas exactement le même poste, mais c'est l'ancien poste à Pascal un peu. C'est le même poste qui avait évolué puis qui était devenu ça. Exactement. On a des petits atomes crochus de parcours à la MRC. En faisant une petite historique rapide, là, on pourrait voir que Pascal, il est toujours... on a discuté ensemble. Je ne sais pas si ça va être le prochain. J'ai commencé à la culture en 2002. Puis... j'ai pris le volet communication aussi là, quelques années après que c'est ajouté. En 2010, j'avais une tâche séparée à la culture puis au greffe. Donc, je m'occupais là, de la planification, des rencontres du conseil puis du comité administratif. Puis j'ai aussi travaillé sur un projet d'éco-territoire habité, planification à l'échelle de la MRC. Puis en 2021, j'ai fait un intérim à la direction. Puis depuis 2022, là, je suis à la direction générale de la MRC. OK. Puis vous, Edith, vous avez commencé dans quel poste? Quand j'ai commencé, j'étais une technicienne en administration. Il y avait déjà une trésorière adjointe qui, elle, a eu une réorientation de carrière aux environs de 95. Puis depuis ce temps-là, je suis trésorière adjointe. Puis étant donné que ça fait longtemps que vous êtes là, je vais demander à vous ici, entre autres, y a-t-il eu beaucoup de changements en 38-39 ans? Dans le travail? Dans la MRC, la grosseur, quand même beaucoup. La mission aussi de la MRC. Parce que quand je suis arrivée en 85, on n'avait pas l'incendie qui était avec nous, on n'avait pas la foresterie non plus, le service de développement n'était pas avec nous non plus, fait qu'on était peut-être... une douzaine d'employés, quelque chose comme ça. On avait le service du génie. On a été la première MRC et même la seule pendant longtemps à avoir un service du génie. Fait que pour ça, il y a eu beaucoup de changements. Ça a grossi beaucoup là, depuis 1985. Puis c'était déjà à l'époque où la Sainte-Ursule? Oui, on était au rez-de-chaussée à l'école Sainte-Ursule où est l'éducation des adultes maintenant. Quand l'éducation des adultes est arrivée là, on est monté au 5e étage en 93 ou 94. Puis on est déménagé dans nos nouveaux locaux en 2018. OK. Ils sont des très beaux locaux en passant. Je sais pas qui a été dirigé un peu ce projet-là. Mais... C'est mon prédécesseur, Mario Lavoie, qui a piloté le dossier avec la complicité du service de génie municipal, justement, là, qui a travaillé sur le dossier. Exactement. Au moment où tu es entré en poste, Edith, le service d'administration à la MRC, est-ce qu'il y avait autant d'employés qu'aujourd'hui? Non, il y avait la trésorière adjointe. Il y avait moi qui étais entré en poste pour remplacer le congé maternité de la trésorière qu'il y avait à l'époque. Puis il y avait la réception. C'était tout, il n'y en avait pas d'autres. Maintenant, il y avait le directeur général quand même aussi, là, mais il n'y avait pas de greffier à l'époque, il n'y avait pas d'autres techniciens. Le fait que c'était plus petit, moins de travail. Il n'y avait pas d'informatique non plus. Là. On était encore à l'époque de la belle comptabilité dans les livres, puis les dactylos au lieu des ordinateurs pour faire les procès-verbaux et tout ça. Mais là, c'est pas si loin que ça, à l'époque des dactylos. Mais des fois, de mon bureau, j'entends une dactylo. Oui, on en a une. Service d'administration. On en a une pour des petites enveloppes ou des choses comme ça là, qu'on utilise à l'occasion. Parce qu'il y a des gens débrouillards et efficaces au service d'administration qui ont compris que ça allait plus vite à la dactylo qu'à l'informatique pour certaines affaires. Fait qu'on on évolue, mais des fois, on regarde en arrière. Les bons vieux outils sont toujours pertinents. Oui, tout à fait. Puis, je veux dire, je te pose la question, Edith, par rapport
à la taille du service d'administration, mais en fait, c'est la taille de la MRC au complet. J'ai demandé à une collègue récemment pour un dossier combien on était de salariés à la MRC, puis le chiffre qu'elle m'a donné, c'est 113. Si on fait le tour de tous les permanents, toute l'équipe du service incendie, donc les pompiers à temps partiel, qui font partie de l'équipe de la MRC, on est une gang. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis l'administration, c'était une petite équipe. Puis au fil du temps, quand tu parlais de la mission de la MRC, ben oui, elle a évolué à travers le temps. À la base, c'était principale responsabilité de planifier l'aménagement du territoire, donc de voir, bon, dans les différents secteurs de la MRC, qu'est-ce qu'on prévoit comme développement, comme aménagement du territoire en termes de zone urbaine, zone industrielle, territoire agricole. Mais à ça, c'est rajouté aussi différents volets qui sont des services aux municipalités. Donc, au niveau du service de génie municipal, ben, dans le fond, plutôt que d'avoir des expertises qu'on va chercher à l'externe, puis des firmes qu'on va chercher à l'externe, ben, de développer une équipe de génie à même la MRC, ça nous a permis de constituer une équipe qu'on consolide, on garde l'expertise sur place. Les investissements qu'on fait aussi, ben, on les conserve sur le territoire de la MRC. Donc, où il y a eu le service de génie qui a été mis en place. Ensuite, il y a eu le service d'urbanisme en tant que tel, où on a donné des services aux municipalités pour toute la révision réglementaire au niveau de l'urbanisme, mais aussi pour développer des concepts d'aménagement urbain, par exemple, de développement de parcs, développement de camping. Par la suite, là, je fais un bref historique pour voir un peu comment ça a évolué à travers le temps. Ensuite, je prends l'exemple de Val-d'Irène. On s'est porté acquéreur de Val-d'Irène, donc c'est pas plus d'employés nécessairement, c'est pas nécessairement les employés de la MRC, mais c'est une infrastructure qui appartient maintenant à la MRC, donc à l'ensemble de la collectivité. Puis c'est un volet qu'on exploite aussi. Puis, en 2000-2001, on a fait un projet pilote pour justement créer le premier service incendie regroupé à l'échelle de MRC là, au Québec. Donc, depuis 2001, on a un service regroupé. Il y a 5 permanents, il y a des pompiers volontaires, donc ça fait grossir là, l'équipe de la MRC. C'est quoi qui a été repris par d'autres MRC, ce principe-là de faire un service d'incendie? Il y a différents modèles, mais il n'y en a pas beaucoup actuellement au Québec. Okay. Là. Il y a certaines MRC qui ont constitué des régies. Le modèle qui existe beaucoup, c'est qu'il y a certaines municipalités qui se regroupent, mais pas nécessairement à l'échelle de la MRC au complet. Là. Exactement. Okay. Puis, il y a quelques années, le CLD a été dissous, puis on a intégré l'ensemble du personnel du CLD pour faire l'équipe du développement, qui sont maintenant une douzaine environ d'employés. Là. Donc, oui, on est une grosse MRC au Québec, mais on est une grosse MRC parce qu'on a regroupé beaucoup certains services là, pour les municipalités locales. Ouais. Fait que ça a l'air lourd, mais en vrai, c'est parce que c'est quand on le sépare dans d'autres MRC, il va y avoir plusieurs. Au lieu d'avoir une MRC qui gère tout ça, ben c'est plusieurs volets différents ou plusieurs... l'argent se sépare tout simplement. Chacune des municipalités doit investir pour son propre service incendie, par exemple, ou son propre inspecteur municipal, alors que là, nous, au niveau de l'inspection municipale, par exemple, on n'a pas parlé, mais on a une équipe de 4 inspecteurs, maintenant 4,5, qui desservent 15 municipalités. Donc, on a un groupe d'inspecteurs qui échangent entre eux, qui se challengent, qui peuvent se remplacer quand il y a des vacances, des choses comme ça. Quand tu n'es pas sûr de quelque chose, tu peux toujours aller confirmer ou confirmer travail d'équipe, plutôt que d'être tout seul dans sa municipalité. Mais aussi, ce qui est populaire avec le service de génie d'urbanisme, qui est vraiment local, j'imagine que ça aide aussi le fait que les gens sont du coin, ils connaissent la réalité du coin. Tu sais, quand tu engages une firme qui vient d'une autre ville ou d'un milieu plus urbain, peut-être qu'ils ne connaissent pas nécessairement les réalités. On a la mémoire, dans le fond, du territoire, des projets. C'est ça. Puis en même temps, dans ces services-là, on a des gens qui viennent de l'extérieur, mais qui deviennent matapédiens d'adoption, puis qui s'approprient, qui connaissent bien la réalité du milieu aussi. Là. Ouais. Donc, c'est un avantage, c'est sûr. Parlant de ça, tu parles de matapédiens d'extérieur. Avant d'aller un petit peu plus proche du quotidien du service d'administration, j'aimerais savoir d'où vous venez, puis c'est quoi votre parcours académique? Qu'est-ce que vous avez comme
comme passé d'études? Oui. Ben moi, je suis native de Saint-Niel, un petit village qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été fermé dans les années 70, en même temps que bien d'autres, là, Saint-Paulin, Saint-Thomas de Cherbourg, etc. Mais je n'ai pas habité là longtemps. Après, mon père a changé souvent de travail, donc on s'est promené beaucoup. Mais la plus longue partie de ma vie, je l'ai passée à Saint-Vianney, puis je suis encore là depuis ce temps-là. Ma formation, j'ai étudié au cégep de Matane en technique administrative. J'ai fini l'école en 85, j'ai commencé à MRC, je suis là depuis ce temps-là. Fait que la première job est toujours en cours. Il y en a quand même beaucoup à la MRC qui ont eu une longue carrière, là, qui ont resté longtemps. Là. Il y en a plusieurs de partis à retraite maintenant, là, mais il n'y avait pas tant de mouvement de personnel avant. Ouais. Là, il y en a peut-être un petit peu plus là, les dernières années, mais c'est des postes qui ouvrent, puis des pénuries de personnel un peu comme partout, là, des postes plus difficiles à combler. Puis aussi, la réalité a un peu changé. Les dernières générations sont plus ils vont plus se chercher des fois un petit peu, puis aller le tester, tandis qu'avant ça... on était comme t'as une job, profite-en, garde-la. C'est juste moi quand j'étais jeune, juste trouver une job d'étudiant, c'est comme c'est pas évident. Là, aujourd'hui, tu te lèves la main puis ils font comme oui, viens ici. Le contexte a changé beaucoup. On a quand même une belle stabilité là. Merci, malgré qu'on a plusieurs employés plus jeunes, là, mais on a plusieurs employés plus jeunes qui restent quand même plusieurs années. Là, donc on a quand même une belle stabilité au sein de l'équipe. Là. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile. J'ai fait ensuite mon cégep en sciences humaines pour me diriger à l'université à Sherbrooke. J'ai fait un bac en histoire. Puis, toute ma scolarité de maîtrise. Puis, la vie de couple a fait que j'ai quitté Sherbrooke en 2001 pour revenir... dans la Matapédia. Donc, je tentais de terminer ma maîtrise en histoire. Puis à ce moment-là, j'ai fait un peu de journalisme à l'avant-poste. Et puis, de façon très je dirais... c'est un hasard des choses. Là. Mon beau-père a regardé une offre d'emploi dans le journal, puis il m'a dit « Joël, il me semble que c'est pour toi cette job-là. » C'était un poste, comme je le disais tantôt, d'animateur, coordonnateur culturel. C'était un programme de 3 ans qui s'appelait Ville et Village d'art et de patrimoine, qui a été reconduit quelques années jusqu'en, je crois que c'est 2011 ou 2012. Après ça, la mesure s'est arrêtée. Puis entre-temps, j'ai fait du greffe. Là. J'avais un emploi combiné, puis j'avais quelqu'un au CLD. En fait, plusieurs personnes au CLD qui ont comblé l'autre volet là, avec différentes tâches. Okay. Et puis, je crois que c'est en 2014 que là, j'avais vraiment plus de culture là, dans ma tâche. Je me suis occupé d'éco-territoire habité avec la fonction du greffe puis des communications. Là. Puis ensuite, comme je disais, 2020-2021, j'ai fait une transition, un intérim à la direction générale. Et puis, par la suite, le poste était vacant, donc j'ai proposé humblement mes services, puis j'occupe les fonctions officiellement depuis septembre 2022. Exactement. C'était pas dans mon plan de match initial du tout, là, hein, quand on commence sur une mesure de 3 ans en culture et patrimoine, on ne s'attend pas longtemps plus tard de terminer DG, mais je suis content du parcours, puis je me sens bien. Tu n'aurais pas eu la job si tu ne l'avais pas mérité, d'après moi. Fait que en tout cas, j'imagine. En tout cas, je me plais bien. J'ai une belle équipe à l'administration, puis je vous dirais, dans l'ensemble de l'équipe de la MRC, là, on est une belle grande famille, on a un beau climat de travail aussi. Là, au niveau d'équipe d'administration, je tiens à faire un clin d'œil aux collègues. Moi, j'en fais partie de l'équipe de l'administration à la MRC. Je tiens à faire un clin d'œil aux collègues parce que quand on a réfléchi qui allait être nos invités, il y a quand même il y a différentes choses assez bien casées là, qui se font à l'administration. Ça peut être les chiffres, ça peut être l'administration, paperasse, révision des documents et tout ça.
On a notre collègue Steve qui est au niveau de l'informatique, qui travaille pas seulement à la MRC dans notre bâtisse, mais qui offre du support à toutes les municipalités du territoire, qui s'occupent des questions d'Internet, de téléphone IP et compagnie, des trucs qu'on comprend à moitié pas généralement quand ils nous expliquer. Après ça, il y a une équipe d'administration aussi qui fait un petit bout au niveau du service incendie. Ouais. Fait que puis je tiens à saluer Daniel là, qui est à la réception puis que tu disais Edith ça fait 38 ans, Daniel, 39 ans. Je pense Daniel, qu'il est ça rendu fait... à 43, quelque chose comme ça. 43 ou 44 ans. Ah ouais. Puis c'est important le service d'administration parce que tous les services vont se référer à l'équipe d'administration pour toutes sortes de choses. C'est un boulot qui est des fois méconnu, qui n'est pas toujours visible, mais qui est capital. Là. C'est vraiment une base qui est importante pour tout le monde là, dans l'équipe. Puis ça m'amène à la question, ça ressemble à quoi votre quotidien au service d'administration à la MRC? Une journée type? Une journée type? Toujours moi, comme je travaille dans les chiffres beaucoup avec Lise, qui est ma collègue depuis presque 2 ans, là, bientôt. On fait les encaissements, les perceptions, les courriels, il y en a toujours beaucoup à tous les matins. Là. La facturation qui rentre et tout ça, on répartit ça. On gère aussi les billets d'infraction de la Sûreté du Québec. Fait qu'il y a toujours un travail. Tous les billets qui sont émis sur le territoire des municipalités, l'argent rentre à la MRC, puis remboursé aux municipalités aux 3 mois. Il y a ça là, dans le quotidien. À tous les mois, on a les paiements de factures, la paye. Il y a beaucoup de choses. Là, mais... Il y a du suivi budgétaire, juste pour revenir un peu au travail à Edith. Il y a du suivi budgétaire qui se fait aussi là, avec les directions de service pour être sûr, dans le fond, que les budgets arrivent. Des fois, c'est beaucoup des questions, des conseils. Là. Tout à fait. Fait qu'au niveau de la comptabilité, il y a quand même... il y a d'autres dossiers aussi... Les ventes pour taxes, ça fait partie de mon quotidien. On est en plein dans cette période-là actuellement. Ça fait longtemps que ça existe. Il y en a qui sont toujours surpris de voir, mais je donne toujours l'exemple de ceux qui écoutaient les belles histoires des pays d'en haut. Quand Séraphin il disait « J'ai acheté une maison au conseil de comté », c'est ça. Parce que les MRC, avant, c'était le conseil de comté. Fait que chaque année, les municipalités transmettent les listes d'arrérage à la MRC. C'est publié dans le journal, puis ceux qui ne payent pas sont vendus en juin. Disons que c'est pas la partie préférée de ma tâche. Non, sûrement pas. C'est pas vraiment plaisant, mais ça fait partie du travail, il faut le faire. Ça, c'est quelque chose qui est une obligation légale, ça vient de ce qui est obligatoire à une MRC de faire. Je pensais qu'on faisait ça pour le fun. Non. C'est sûr, à différentes périodes de l'année, comme à l'automne, on prépare toujours les budgets pour l'année suivante, en collaboration avec les directeurs de service, la direction générale aussi. Tout au long de l'année, on s'assure que ces budgets-là soient respectés le plus possible. On est sur un budget approximatif de combien à la MRC? À peu près 18 millions. Oui, sans la partie exactement. Quand on met tout ensemble, là, ce qui peut rentrer, sortir comme argent au niveau de la MRC. Là. Le dernier budget qu'on a adopté, là, c'est dans cet ordre de grandeur, là, 18 millions, là, effectivement. Mais ça, c'est pour tout, là. Donc, c'est incendie, urbanisme. Tout à fait. Ils payent de tout le monde. Exact. Ça fait beaucoup. La tienne aussi, t'as payé. Oui. Je savais pas que je travaillais à MRC. Non, c'est un gros budget, là, effectivement. Puis c'est pour ça que ça prend une équipe à la comptabilité qui est expérimentée. Puis la chance de compter sur justement des personnes qui connaissent bien les chiffres. Moi, avec mon background d'historien, vous comprendrez que j'ai des bases, mais c'est pas nécessairement ma force, mais je me suis entouré de bonnes personnes à ce niveau-là. Tout à fait. On a le même background, puis je confirme que le support au niveau des chiffres est extrêmement apprécié. Je suis arrivé maintes fois dans le bureau à Edith avec des affaires tout croche au niveau des chiffres, puis ça n'a jamais eu l'air d'être un problème. C'était toujours réglé rapidement et savamment par Edith ou par Lise. Je ne suis pas tant meilleur aujourd'hui d'un chiffre que depuis que j'ai transitionné de poste. Mais vraiment, je pense qu'on a une équipe compétente puis expérimentée justement au service d'administration.
puis qui peuvent régler des choses moins fréquentes, comme tu dis, les budgets, c'est pas l'adoption du budget, tout ça, c'est pas souvent, mais il y a tout un quotidien qui vient avec les séances du conseil, avec les différentes réunions des comités, avec tous les différents projets des services. Comme je disais tantôt, il y a des choses qui redescendent au niveau du service d'administration, puis après ça, ils repartent dans les services auprès des professionnels. Fait que c'est à la fois, je pense, routinier, mais différent à chaque jour. Il y a une base de quotidien qui est un peu répétitive, mais il y a des nouvelles affaires qui rentrent, des nouveaux dossiers qui sortent à chaque jour. Oui, c'est un travail d'équipe. Oui, les services réfèrent à l'administration pour certains dossiers, mais nous aussi, on réfère souvent aux services, aux différents services, parce que c'est eux qui possèdent les expertises plus pointues là, dans ces domaines-là. Puis nous, on a à faire cheminer des fois des dossiers, par exemple, au niveau politique, par exemple, parce que le service d'administration puis les directeurs de service, c'est souvent ces personnes-là qui font le lien entre le personnel et le conseil de la MRC qui prend les décisions. Donc, la MRC parle toujours par résolution, on dirait. Ouais. Donc, fait que ce rôle-là, il est quand même important aussi. Là, on n'a pas parlé beaucoup, mais le lien entre l'administratif puis le politique, ben, c'est essentiellement le service d'administration qui le fait. Puis je pense, Joël, tu as quand même un gros rôle à jouer là-dedans. Parle-nous un petit peu justement de ton quotidien. Parce que c'est ça, tu es un petit peu à cheval entre l'équipe, le conseil, Chantal au niveau de la préfecture qui fait partie du conseil aussi. Ouais. Comment ça se passe, cette relation-là des deux côtés? Ça se passe très bien. C'est sûr que ça a son lot d'enjeux des fois, parce que le directeur doit vraiment faire la part des choses entre le politique et l'administratif. C'est vraiment cette personne-là, puis dans d'autres volets, les directions de service qui le font, mais de faire la part des choses on fait le lien vraiment entre le politique puis l'administratif. Donc, souvent, il y a des dossiers. Par exemple, je prends l'exemple des dossiers de ressources humaines. Ben, il n'y a pas un élu ou Mme Lavoie qui va descendre parler à un employé pour régler une problématique X, par exemple. Ouais. C'est le rôle du directeur de faire le pont pour régler ces situations-là, qui sont très rares en passant, là. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Puis souvent, ben, c'est de faire le pont, d'aller chercher l'information pour que le conseil de la MRC prenne les bonnes décisions sur différents dossiers. Donc souvent, c'est moi puis mon collègue là, qui monte les dossiers à présenter au conseil, puis les différents directeurs de service. Puis c'est important que chacun conserve son rôle aussi. Ouais. Moi, mon rôle, c'est de conseiller la MRC, mais je fais pas de politique non plus. Mon cadre de travail, c'est les missions, les orientations de la MRC, les planifications qu'on a. Puis le politique, ben lui, il a à se prononcer là-dessus puis à faire avancer les choses. Mais c'est pas... On oriente pour que le conseil prenne les meilleures décisions en fonction de la mission puis des outils de planification qu'on a. Mais on n'est pas là, les employés, pour faire de la politique non plus. Là. Non, ça, puis mettons s'il y a des grosses décisions, en guillemets, là, à prendre avec la MRC, c'est souvent le conseil des maires, j'imagine, qui va voter des décisions. C'est pas... ça vient pas... T'es pas un dictateur, là, tu peux pas, non. Bon, non, mais c'est ça, vous avez pas d'autre. Dans le fond, c'est le conseil des maires un peu qui gère la MRC. Oui, exactement. Ouais. Fait c'est sûr qu'on conseille, c'est nous qui avons la connaissance plus fine des dossiers. Oui, c'est ça. Donc, on conseille, on oriente pour que le conseil de la MRC prenne la meilleure décision possible pour le bien commun. Mais il pourrait arriver, par exemple, que malgré une orientation qu'on propose, mais que le conseil décide d'aller ailleurs. Donc, c'est lui en bout de ligne qui a quand même le dernier mot. Mais habituellement, ça va bien parce qu'on travaille nos dossiers. Avant que la décision soit prise, on les informe, on pèse les pour et les contre, puis on propose l'orientation qui est la plus logique et la plus bénéfique pour tout le monde. Oui, c'est ça. Exactement. Et moi, j'ai une question... c'est quoi un greffier? Qu'est-ce que ça fait? Parce que je sais que tu en as fait entre autres, puis je sais que Pascal, toi, t'es greffier adjoint. C'est quoi un greffier? Ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver? Le titre officiel de greffier trésorier, il vient avec la fonction de directeur général. C'est comme ça au sein de notre organisation que c'est défini. Donc, je vais laisser le greffier trésorier
qui est notre invité. C'était une de ses questions d'entrevue. Vous voyez que j'ai bien réussi. En fait, le greffier s'occupe principalement du volet légal de la MRC. Donc, tout ce qui touche la préparation des règlements, des résolutions, la préparation des sujets à présenter au conseil de la MRC, c'est le rôle du greffier. Ça peut être un suivi aussi au niveau des conformités par rapport à différentes lois, différents règlements au niveau provincial qui viennent avoir des impacts sur ce qu'on fait à la MRC. La recherche légale. Puis ultimement, le greffier adjoint va faire un petit peu toute cette job de terrain-là, mais le titre officiel de greffier, c'est-à-dire l'autorité ultime au niveau du greffe, c'est vraiment la direction qui la détient. Fait que c'est un travail qui se fait en étroite collaboration avec la direction, puis qui est c'est très administratif. C'est un peu une surveillance constante pour s'assurer que toutes nos procédures administratives sont conformes à ce qu'ils doivent être par rapport à ce qui est obligatoire pour l'existence d'une municipalité ou d'une MRC. Fait que c'est quand même très dans la légalité, dans les conformités des projets ou des... Oui, cela dit, dans notre cas, là, ni moi ni Joël, on n'est pas avocat ni un ni l'autre. Non, c'est ça. Il y a un autre niveau là, de gestion par rapport à des trucs juridiques, tout ça qu'on n'a pas, puis où on va se faire accompagner par des organisations externes ou des spécialistes. Mais le quotidien des suivis à ce niveau-là, c'est nous qui l'assurons. Avec les autres collègues à l'administration principalement, puis les directions de services aussi qui en ont un petit peu. Puis autant au niveau du greffe que de la comptabilité, c'est des emplois où, dans le domaine municipal, la précision est hyper importante. Autant au niveau des chiffres qu'au niveau des termes utilisés quand on prépare des résolutions, par exemple, parce que ça peut avoir des impacts légaux, puis éventuellement des impacts financiers aussi. Fait que c'est vraiment des domaines là, qui demandent là, beaucoup de rigueur puis de précision. OK. Puis, mettons, dans votre carrière à date, là, c'est quoi les plus gros dossiers que vous avez vu passer que... Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a le plus brassé dans votre... Le plus brassé? Moi, je suis curieux de savoir. Tu sais, c'est comme les patins de village. Là. Non, j'ai pas à ce point-là, mais... Pas de dossier. Je parle de plus des dossiers qui... je sais comme là, dernièrement, il y a les fameux containers. Là, mais, exemple, là, y a-tu... c'est sûr que... Qui brassent, ou des gros changements majeurs là, qui a apporté... je vais parler de façon générale, dans le sens où la MRC souvent est perçue comme une organisation qui met des freins, notamment au niveau réglementaire. Je pense qu'il faut s'élever un peu au-dessus de tout ça, puis voir un peu c'est quoi la vision d'ensemble qu'on veut, puis comment on le voit notre territoire aussi là, dans les années futures. T'sais. Puis là, je prends l'exemple de la polémique entourant les conteneurs. Moi, c'est pas un dossier que je possède sous le bout des doigts. Non, c'est le dossier d'un de mes services. On a voulu mettre en place une réglementation, puis l'objectif derrière ça, c'était pas de mettre des freins aux entrepreneurs. C'est ça. C'était de s'assurer qu'on ait un territoire qui se développe de façon harmonieuse, qu'on ait, sur le plan visuel, des paysages intéressants, un milieu de vie intéressant. Pas juste pour les gens qui passent, les touristes, mais les Matapédiens qui habitent ici, là, qu'est-ce qu'ils veulent comme milieu de vie? Est-ce qu'ils veulent un endroit où il y a des conteneurs partout? Je pense pas. Fait que on a proposé un projet de règlement qui a eu sur lequel on a reçu des commentaires, puis plusieurs étaient pertinents, d'autres l'étaient moins, d'autres émis de façon objective, d'autres sous le coup de l'émotion. Puis ça, on vit en collectivité, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, fait qu'on reçoit ça, on analyse, puis c'est sûr que la MRC, comme d'autres organisations, on n'est pas parfait. Des fois, on peut proposer des choses, puis il y a certains éléments qu'on n'a pas vus. Donc, on va reviser le projet de règlement, puis je pense que ça va... Je pense qu'il y a des préoccupations qui vont être répondues par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est qu'on est une organisation qui peut parfois être perçue comme une organisation qui met des freins au développement. Mais l'idée, c'est d'avoir... c'est qu'on veut planifier le développement et l'aménagement du territoire de façon harmonieuse, qu'il n'y ait pas de conflit d'usage, entre autres. Puis, dans des dossiers comme ça, les gens ont souvent tendance à oublier
qu'est-ce que la MRC fait dans l'ensemble. Puis ça, on a tendance à l'oublier. On a quand même sauvé Val-d'Irène, qui était sur le bord de la faillite. On s'en est porté acquéreur. Puis aujourd'hui, on regarde Val-d'Irène. C'est une organisation qui est en santé financièrement, dont le parc d'immobilisation a été renouvelé il y a une dizaine d'années, où il y a des belles infrastructures, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de retombées économiques aussi pour le milieu. Je regarde tout ce qui s'est fait au niveau incendie. Si on n'avait pas fait la régionalisation il y a 20 ans, je discute avec des collègues là, qui dirigent d'autres MRC ou dans des municipalités aussi. Puis ils nous envient vraiment là, d'avoir ce modèle-là qu'on peut implanter où les casernes s'entraident entre elles, puis on gère les équipements, on gère notre équipe de pompiers volontaires qui est plus mobile sur le territoire. Fait que ça, ces éléments-là, des fois, quand on a on a un dossier qui est plus litigieux, c'est dommage parce que c'est ça qui ressort un peu de la place publique dans les médias, mais on fait plein de choses. Puis là, j'en passe au niveau des fois, il y a des affaires qui passent en dessous du radar, mais que c'est important. Là, exactement. Mais là, on parlait de Val-d'Irène, j'imagine que cet hiver, ça a peut-être été un peu moins positif. Non, c'est parce qu'on a une mauvaise hiver, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a pas les chiffres encore, mais il y a quand même une bonne gestion qui s'est faite au cours des dernières années. Donc, même si ça a été une année plus difficile, je pense que globalement, la station va s'en sortir quand même bien. Là. Dans tes presque 40 ans à la MRC, toi, Edith, c'est quoi que tu as vu passer de plus gros comme projet qui a peut-être eu un impact du côté de ton travail ou dans les chiffres au niveau des budgets? Le fait, quand je suis arrivé à la MRC, des règlements d'emprunt, il n'y en avait pas. Fait que au fur et à mesure que les années ont passé, il y en a eu pour justement Val-d'Irène, notre bâtisse, les lieux d'enfouissement, l'incendie et tout ça. Ça, j'étais pas très familière avec ça, mais on a appris sur le tas, puis une bonne collaboration avec notre vérificateur aussi à ce niveau-là. Parce que quand on fait nos études au cégep, on n'est pas nécessairement formé pour ces choses-là, mais l'expérience fait qu'au fur et à mesure que les années ont passé, on a appris des nouvelles choses. Mais ça, les règlements d'emprunt, ça a été, disons, une grosse partie là, pour de nouveau dans mon travail, dans le fond. Puis dans les budgets là, qu'on voit à chaque année, tu le mentionnais un petit peu tantôt, il y a le volet éolien qui est quelque chose qui vient sur le 18-17 millions dont on parlait tantôt. Il y a un bout qui vient de gestion au niveau du partenariat de la MRCA avec certains parcs éoliens. Dans les chiffres, ça fait des gros montants qui apparaissent au niveau des bilans. Puis c'est quelque chose que j'ai entendu aussi de collègues là, quand il y a eu les premiers développements éoliens sur le territoire de Matapédia. Justement, c'est des dossiers qui ont fait jaser ou qu'est-ce qu'on fait par rapport à des promoteurs qui viennent sur le territoire au niveau de l'éolien, qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on permet pas, comment on négocie des ententes, est-ce qu'on devient partie prenante de ces projets-là ou non. Ça en est un projet que, justement, dans les dernières, en tout cas depuis que la MRC existe, c'est quelque chose qui a été majeur, qui a été important. Ça a changé beaucoup. Dans le fond, le premier projet sur lequel on était partenaire, c'est le parc éolien du lac Alfred. Donc, ça a été quand même des gros investissements. La MRC est propriétaire de 10% du parc éolien. Par la suite, il y a de concert avec les autres MRC du Bas-Saint-Laurent, puis à l'époque, c'était la Conférence régionale des élus, mais maintenant, c'est le CRD. On s'est associé avec les autres MRC du Bas-Saint-Laurent pour être partenaire de d'autres projets éoliens. Donc, on a vraiment, là, à partir de ce moment-là, travaillé à une autre échelle parce que on se divisait plus nécessairement entre MRC parce qu'on était partenaire maintenant à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. Donc, peu importe où le projet pouvait se situer sur le territoire, on en retirait des bénéfices. Donc, ça a été un gros gain. Donc, les premiers projets pour lesquels on a été partenaire, c'est Roncevaux puis Nicolas Rioux. Roncevaux qui est sur les plateaux de Matapédia. Puis Roncevaux qui est dans la MRC des Basques. Puis par la suite, ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an et demi,
La MRC a déclaré compétence en termes de développement des énergies renouvelables avec les autres MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. On s'est regroupé à l'échelle de l'Alliance de l'Est. Donc, c'est le regroupement de la Régie de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et de celle de la Gaspésie. Puis, dans le cadre des derniers appels d'offres, ben là, on était partenaires ensemble, puis on a pu récolter là, des projets éoliens qui vont se dérouler sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, puis dont la MRC va être partenaire, puis ça va être des retombées directes là, pour chacune des MRC. Même si c'est pas dans la MRC, vous êtes partenaire quand même avec... Il y a quand même plusieurs choses comme ça là, qui sont faites par la MRC au niveau de, justement, déclarer sa compétence, aller chercher des partenariats avec d'autres organisations, d'autres municipalités, toujours avec l'objectif de mieux servir le public, de mieux rendre des services aux municipalités, donc aux citoyens de la Matapédia, que ce soit en matière résiduelle, en éolien, en transport collectif, en service incendie, en tout cas. Il y a un paquet de choses qui sont permises par les différentes lois qui régissent la MRC, puis qui sont réfléchies en continu par l'équipe de professionnels, par la direction, par les élus, pour trouver des façons de répondre à tous les enjeux de gestion municipale, de budget, de pas squeezer les citoyens payeurs de taxes, de trouver des programmes de subvention, puis tout ça pour essayer de faire que toute la gestion administrative, financière, soit la plus serrée possible au bénéfice de tout le monde, dans le fond. Oui. La MRC, ce que ça permet de faire, en fait, au-delà des services, pas des services, mais des compétences obligatoires qu'elle doit faire à l'offre des services aux municipalités, puis il y a réellement une économie d'échelle à faire. Puis on le voit, on le constate, là, avec l'urbanisme, entre autres, pas l'urbanisme, mais l'inspection municipale, puis d'autres volets. Au niveau, on n'a pas parlé de sécurité civile, mais chaque municipalité est responsable de la coordination de la sécurité civile. Par contre, il y a une dizaine d'années, on a régionalisé certaines fonctions au niveau de la sécurité civile parce qu'on constatait que il n'y avait pas nécessairement les ressources techniques ni humaines dans les différentes municipalités pour assumer pleinement ces compétences-là. Donc, au niveau de la coordination, au niveau des communications, puis au niveau de l'aide aux sinistrés, advenant le cas où il y aurait un sinistre sur le territoire de la MRC, nous, on vient en accompagnement aux municipalités pour qu'ils jouent pleinement leur rôle au niveau de la coordination d'une mesure d'urgence. OK. Dans tes fonctions, Edith, tu as vu passer une transition entre le papier et l'informatique. À quel point ça a facilité le travail à l'administration, cette transition-là? C'est beaucoup plus rapide. Je repense juste dans le temps, sortir les chèques, on les faisait à dactylo. Il y en avait moins qu'il y en a aujourd'hui, par exemple, mais quand tu émets 100 chèques, là, toutes les taper à dactylo, ça sera un petit peu long. À l'informatique, ça s'imprime tout. Puis beaucoup moins de paperasse. Ça a facilité. Par contre, il y a plus d'exigences, bien souvent, des ministères. Plus de rapports à fournir. Fait que le temps qu'on a sauvé là, on le reprend ailleurs avec les rapports à fournir, pour exemple... Les dépenses de formation, des choses comme ça qu'il faut comptabiliser. Puis par contre, le ministère, le MAMACH, on n'a plus besoin d'envoyer les budgets, c'est juste les états financiers. Ils nous ont allégé ça un petit peu. Tout un cadeau. Mais avant, là, c'est ça, quand c'était paperasse, j'avais le grand livre qui devait être épais comme ça, fait que tu avais le caisse recette puis le caisse déboursé. Fait que ça prenait un grand bureau pour tout étendre ça dessus pour pouvoir transcrire les choses. Là. Mais on retomberait pas comme ça. Là. C'est beaucoup mieux informatisé. Il faudrait beaucoup plus d'employés dans la comptabilité. Oui, sûrement. Des copistes, des scribes pour leur faire ça à mitaine. C'est quoi que vous aimez le plus dans votre travail? Les chiffres. J'espère. Même si toi, t'aimes pas ça. La comptabilité, le fait de balancer des choses à la fin de mois, quand tu fermes ton mois pour voir que ça balance tout, puis c'est le fun. Ou des fois, ça balance pas, mais c'est le fun de le chercher. Faut pas que ça prenne trop de temps, hein, mais habituellement, c'est rapide. Ça, puis l'équipe de travail. Au bureau. On est vraiment une belle équipe. Tout le monde s'entend bien. C'est un des points forts là, dans ce que j'aime au bureau.
Moi, de mon côté, le côté humain. Je suis quelqu'un qui, comme le disait Edith, on a vraiment une belle équipe. Je considère qu'au-delà de tout ce qu'on fait, là, c'est une richesse qu'on a. Puis on est dans un contexte là, où, de pénurie de main-d'œuvre, je pense que c'est important de prendre soin de notre monde. Ça fait que dans ma journée typique, là, je ne sais pas si j'ai répondu à la question tantôt, là, mais c'est important pour moi de me promener sur les 2 étages de la MRC puis d'être en contact avec mon monde. Sinon, ce que j'apprécie le plus, c'est le côté non routinier. Là. Je pense qu'avec le parcours que j'ai, je pense que je me suis jamais habitué nécessairement à la routine. Là. Fait que dans le poste que j'occupe, il y a différents dossiers qui arrivent puis qui repartent. Puis ça m'alimente beaucoup. Puis moi, je vais vous demander qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir de la MRC, pas autant autant l'organisme de la MRC que pour le territoire. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ou que vous prévoyez qui va arriver, qui pourrait aider la MRC? On a des gros défis. Ouais. Puis ça, c'est pas juste la MRC de la Matapédia, mais je pense que c'est les MRC rurales en général. En termes d'exigence à répondre, en termes de développement, qu'est-ce qu'on souhaite comme développement? Les enjeux de développement économique, démographique aussi. Donc, puis en termes de responsabilité aussi, on a de plus en plus les MRC puis les municipalités locales de responsabilités qui nous sont déléguées par le gouvernement du Québec. Donc, dans quelle mesure on va pouvoir répondre à ça dans les années futures? Mais je pense qu'il va falloir, autant au niveau administratif qu'au niveau de l'équipe d'élus, de réfléchir comme il faut à quel moyen, quel outil on se donne pour être capable de répondre à ces exigences-là. Moi, c'est ce que je vois à moyen puis à plus long terme. Mais, en tout cas, au niveau de la MRC de la Matapédia, je pense qu'on est déjà dans cette mouvance-là aussi parce que on a fait des pas au niveau de l'incendie, au niveau des matières résiduelles, au niveau des services qu'on offre aux municipalités. Donc, je pense que c'est dans notre culture d'avoir ce modèle-là qui peut soutenir les municipalités locales dans leur quotidien. Donc, je pense que ça va être de mettre nos idées en commun, là, autant au niveau des équipes administratives que des élus, pour voir un peu quel outil on se donne pour répondre à ces exigences-là. Puis, se donner une MRC qui est fonctionnelle, des municipalités qui fonctionnent bien, puis qui est bien en vie aussi. Exactement. Faut pas devenir une région trop sobre et plate un petit peu. Faut rester un beau milieu, puis il faut en être fier. Même si on est quand même une des MRC qui sur le plan économique, là, est c'est plus difficile. On a un beau milieu de vie. On a des gens de l'extérieur qui viennent nous voir, qui décident de s'implanter ici parce qu'ils reconnaissent qu'on a un milieu de vie qui est intéressant. Donc, puis je pense qu'on est capable de ressortir du lot et d'être une terre d'accueil intéressante pour beaucoup de gens. Merci beaucoup. Merci de vous avoir prêté au podcast Les coulisses de la MRC.